Culture Soccer. Culture Soccer. Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast 100% dédié au soccer canadien sur Culture Soccer. Comme d'habitude, un de vos hôtes, Adi Raphaël, pour cet épisode 3 de la saison 2. Et je suis rejoint, comme d'habitude aussi, par mon compagnon de toujours, Monsieur Daniel Cameron. Ça va bien aujourd'hui? Salut, ça va bien, merci. Et toi? Ouais, écoute, ça va, on fait avec. La vie est belle, le monde est beau ici au Canada parce que elle l'a enfin fait, c'est officiel. Ben écoutez, devinez quoi, si jamais vous êtes quelque part enfoui dans une grotte depuis hier soir, Christine Sinclair est devenue la meilleure buteuse de tous les temps, de l'histoire du soccer féminin, du côté des matchs internationaux. Parce que sous les couleurs du Canada, Christine Sinclair vient de battre le record de Abby Wambach, l'américaine, en marquant, tenez-vous bien, 185 buts sous les couleurs du Canada. Extraordinaire. Je ne sais pas quoi dire de plus. Christine Sinclair, c'est une étoile. C'est elle, c'est le Canada. C'est le soccer Canada au complet. Il n'y a rien de plus. Sans elle, il y aurait juste pas de soccer au Canada. Juste faire une petite nuance, c'est pas juste la meilleure buteuse du côté féminin, c'est aussi elle tient aussi le record masculin et féminin confondus. Voilà, encore mieux. Quoi de plus que vous dire ça? Après, bon, c'est sûr que c'est pas comparable. C'est deux choses complètement différentes, le soccer féminin et le soccer masculin. Je trouve que les deux sont... tout le monde, ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent sur les médias sociaux un peu partout, vous savez combien j'apprécie les deux. Je suis capable d'apprécier les deux. J'adore les deux. Je suis beaucoup le soccer féminin. Et pour vous dire, c'est un exploit, mais vraiment incomparable. Cette Christine Sinclair qui vient de Burnaby, en Colombie-Britannique, qui a commencé avec l'équipe nationale à l'âge de 16 ans, qui a commencé, elle fait plus de 20 ans, elle a 36 ans maintenant, plus de 20 ans plus tard, elle est encore là. À un moment donné, avant que Sinclair batte le record, il y a quelques mois de cela, donc l'année passée en fait, il y a un reporter, je ne me rappelle plus c'était qui avait posé une question à Abby Wambach qui détenait le record avant que Sinclair la batte avec 184 buts. L'ancien record était de 184 buts. Et puis, il lui avait demandé, Abby, si jamais Christine Sinclair bat ton record, c'est sûr qu'elle l'aura fait avec un peu plus de matchs joués que toi, à peu près une quarantaine ou une cinquantaine de matchs de plus joués que toi. Mais est-ce que tu trouves que c'est un exploit? Alors, Abby Wambach, qui est une femme qui était extraordinaire en tant qu'attaquante, en tant que buteuse, par contre, qui est un peu reconnue, un peu de temps en temps, pour les Canadiens, on sentait elle avait un peu d'arrogance. Elle a eu la classe de dire quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Moi, j'étais entouré par de très, très grandes joueuses tout au long de ma carrière. Les États-Unis, on a gagné plusieurs Coupes du Monde. Pendant que moi, j'étais là, j'ai été entouré par des joueuses extraordinaires. Christine Sinclair, elle a fait toute seule. Elle a fait tout toute seule. Elle avait eu 2 ou 3 bonnes joueuses autour d'elle, sauf qu'elle a fait tout toute seule. Donc, le mérite revient à Christine Sinclair parce que le Canada n'était pas sur la map ou sur la carte avant Christine Sinclair du côté féminin. Du côté masculin, on connaît l'histoire, mais c'est grâce à Christine Sinclair que cette équipe existe, que cette équipe est allée aussi loin que la 4e place mondiale dans le classement FIFA. Maintenant, il se retrouve en 7e place. Bref, un exploit de la grande, de la gigantesque Christine Sinclair. J'étais là hier, je voulais être devant ma télé en train de savourer ce moment-là et je peux vous dire que dès qu'elle l'a marqué, j'ai sauté de joie. C'est sûr que j'aurais peut-être aimé qu'elle le marque dans un match un peu plus avec un peu plus de suspense que ce match-là, n'est-ce pas, mon cher Daniel? Exactement, avec ce que tu me permets d'annoncer le score. Ouais, vas-y, lance-toi. Contre qui déjà? Et puis rappelle à tous nos auditeurs, le match s'est joué contre qui, dans quelle occasion, à quelle occasion, et ainsi de suite. Eh bien, pour ceux et celles qui nous ont écoutés la semaine dernière, eh bien, vous savez que l'équipe canadienne a entamé le tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques de Tokyo.
Donc, le match était contre Saint-Christophe et Nieves. Et c'était d'ailleurs à Edinburgh, au Texas. Le match était diffusé sur OneSoccer pour ceux qui sont abonnés ou qui s'intéressent à ça. Euh, et le match est terminé par un score de 11-0. Et Sinclair a assuré ses 2 buts en première mi-temps. Donc, à la mi-temps, elle avait l'esprit libéré parce qu'on s'entend que ça pesait sur ses épaules depuis un moment. Puis le fait de marquer ses buts, ça la libère. Petite précision, pour ceux qui sont plus familiers avec le tournoi olympique masculin, c'est que au féminin, contrairement au masculin, c'est les équipes seniors qui participent. Donc c'est pour ça que les buts de Sinclair comptent. Alors qu'au masculin, eh bien, c'est les équipes U23. Donc juste une petite nuance. Mais par contre, au tournoi de Tokyo, les équipes auront le droit d'aligner 3 joueurs de plus de 23 ans. Au masculin, bien sûr, mais au féminin, c'est les équipes seniors. Donc, c'est pour ça que les buts de Sinclair dans ce tournoi comptent. Alors que si ça avait été, par exemple, un attaquant canadien qui marquerait des buts au tournoi qualificatif masculin, ça compterait pas dans ces statistiques au senior. Bravo, ben écoute, merci beaucoup de ces précisions-là. J'aimerais aussi préciser que sur ce match-là, qui a été très, très beau, en tout cas, euh, d'un point de vue d'un point de vue tactique, parce que les gens qui m'écoutent et qui me suivent, que ce soit sur Culture Soccer, les multiples articles que j'ai faits sur l'équipe nationale féminine ou durant la Coupe du Monde féminine ou Culture Soccer, vous avez offert un article, un podcast à chaque tour. Donc, on en a fait quand même 5 ou 6 des podcasts lors de la Coupe du Monde féminine. Ben, vous savez que je ne suis pas un gros fan du sélectionneur canadien, Kenneth Heiner-Moller, le Danois. Par contre, j'aimerais lui tirer mon chapeau parce que hier, j'ai aimé ce qu'il a montré, j'ai aimé ce qu'il a fait. Parce que j'aimerais parler du 11 de départ de cette équipe canadienne. Je l'ai dit depuis des millions de fois en disant qu'il y avait l'ancienne génération qui était là et puis Heiner Moller ne faisait pas de la place aux jeunes. Ben, hier, c'est comme s'il m'avait écouté. Il a fait de la place aux jeunes. J'ai bien aimé le fait qu'il a joué avec 3 défenseurs, avec Buchanan, Zadorski, puis la milieu de terrain Sophie Schmidt qu'il a mis plutôt en tant que défenseur central. On avait sur les côtés Gabrielle Carr, la québécoise, la seule québécoise de l'équipe nationale canadienne qui était là. À droite, on avait Jade Rivière, qui est d'habitude une latérale, mais qui jouait un peu milieu/latéral et qui a marqué un but du tonnerre, la petite jeune de 18 ans. Après, on avait au milieu de terrain, ben, contrairement à son habitude, d'habitude, Ashley Lawrence est quelqu'un qui joue sur le côté. Ben, elle jouait au milieu de terrain cette fois-ci. Elle a marqué 2 buts de toute beauté, elle aussi. Il y avait Jessie Fleming, qui est la prochaine star au milieu de terrain pour l'équipe nationale canadienne, qui était là. Et en attaque, on avait Adriana Leon et Christine Sinclair, qui étaient là pour se débrouiller de tout ça. Ah, j'ai oublié, au milieu de terrain, il y avait aussi Julia Grosso. Donc, bref, une très, très bonne équipe avec des jeunes. Si jamais je compte les jeunes, en premier aussi, j'ai oublié de dire que la gardienne, c'était Kaylin Sheridan et non pas Stéphanie Labbé, qui est d'habitude la numéro 1. Un peu bizarre de ne pas avoir vu Janine Becky, qui n'était pas là, ou bien Jordan Mutema, qui est d'habitude titulaire, qui est jeune, qui est la prochaine Sinclair selon plusieurs, qui a 18 ans et qui joue au Paris Saint-Germain. Mais non, il a préféré Kenneth Heiner-Moller de mettre Adriana Leon, et il a très bien fait parce que Leon a marqué 4 buts. Christine Sinclair a marqué 2 buts, mais elle est sortie juste après la mi-temps. Un très bon move de la part de Kenneth Heiner-Moller parce qu'il garde Christine Sinclair qui a déjà 36 ans fraîche pour les 2 matchs prochains qui seront très, très compliqués, comme je l'avais dit lors de l'autre podcast, contre la Jamaïque et le Mexique. Ce sera des matchs extrêmement compliqués. Il ne faudra vraiment pas rater ces matchs-là parce que c'est gros. C'est très, très... Il faut faire très attention. Il faut finir premier de ce groupe-là. Donc, bref, une excellente nouvelle de la part de Kenneth Heiner-Moller qui a compris. Après, bon, il est revenu à ses bonnes vieilles habitudes en re-rentrant Desiree Scott qui a failli marquer son premier but à vie avec le Canada. Desiree Scott, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un milieu défensif à l'ancienne qui a déjà 150 matchs 149 matchs avec l'équipe nationale canadienne pour 0 but. Donc,
très, très défensive comme joueuse, mais elle a failli marquer à 2 reprises un but. Donc, ça aurait été bien de voir une joueuse comme Desiree Scott marquer un but, son premier but sous les couleurs canadiennes. C'est ça. On a vu aussi Rebecca Quinn. Moi, je m'attendais à ce que Quinn joue en défense centrale dans un schéma à 3. Par contre, elle n'a pas joué. Mais j'ai été très content des jeunes comme Julia Grosso, comme Gabrielle Carl ou Gabi Carl, comme le monde l'appelle dans l'équipe. Pourquoi? Parce que c'est 2 joueuses qui étaient là en Coupe du Monde et qui avaient eu 0 minute de jeu. Et je trouvais ça inadmissible. Ben, il a compris. Kaylin Sheridan, c'est la gardienne de but de l'équipe de NWSL Sky Blue FC. C'est une très, très bonne gardienne de but qui a 24-25 ans et pas vieille du tout. Elle a 24 ans, pardon. Et c'est elle qui devrait prendre la relève de Stéphanie Labbé qui a déjà 33 ans. Donc, je suis content que, comme Kenneth Muller était là, OK, je sais que Saint Kitts, c'est pas la grosse équipe. Je sais que Saint Kitts, ça va être plus facile. Donc, je vais donner le baptême de feu à ces équipes-là, à ces jeunes-là, voir ce qu'elles sont capables de faire. Ben, ces jeunes-là, si Jade River a marqué un but de toute beauté, mais Jade River, on l'avait déjà vu en Coupe du Monde, elle avait déjà joué quelques matchs en tant que latérale droite. Toutes les jeunes ont vraiment montré qu'elles étaient capables de remplir les rôles, et puis c'est ça qui est intéressant. J'espère qu'on va continuer à avoir ce renouvellement d'effectifs dans le reste du tournoi. J'espère qu'il ne va pas me revenir de nouveau lors du prochain match avec Alicia Chapman, qui est pour moi un peu dépassée, Desiree Scott, qui est, comme je l'ai dit, milieu défensif, sauf que c'est vraiment à l'ancienne, vraiment un milieu défensif à l'ancienne. Bref, Jolene Huitema qui est rentrée, qui a marqué un très beau but de la tête. C'est rare à voir chez les féminines des buts de la tête, en tout cas surtout avec le Canada, à part Sinclair qui avait tendance à en mettre, ou bien Sarah Tancredi dans le passé. Maintenant, c'est plus Huitema, on la voit, une belle tête sur un but aussi. Donc bref, très intéressant de toute cette prestation de l'équipe nationale féminine. Pour ceux qui n'ont pas encore accroché sur ce sport-là, je vous le conseille. Comparez-le pas avec le sport masculin. Pour moi, je dis, oui, c'est les mêmes règles du jeu, oui, c'est le même sport en tant que tel. De l'autre côté, c'est pas de la même façon qu'il faut le regarder. Il faut le regarder, c'est un jeu beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus tactique. Selon moi, le soccer féminin, beaucoup moins physique, mais beaucoup plus tactique. Donc, si la tactique est en place, si les joueuses ont bien assimilé la tactique et si le jeu est fluide, c'est magnifique à regarder. C'est vraiment magnifique parce qu'on voit exactement le plan de l'entraîneur et on voit les joueuses travailler en symbiose pour vraiment arriver à marquer des buts. C'est extraordinaire à voir et ceux qui n'ont pas encore donné cette chance-là, je vous le conseille très fortement de donner la chance au soccer féminin. Quelque chose à ajouter, mon cher Daniel, par rapport à ça ou on parle d'autre chose? Eh bien oui, j'ai hâte de voir les 2 autres matchs. D'ailleurs, je vais donner l'horaire pour nos auditeurs. Le prochain match, ça va être le 1er février contre la Jamaïque. Et le samedi 1er février et le mardi 4 février contre le Mexique. Donc, exactement. C'est un bon début bonne entrée en matière pour le tournoi, mais il ne faut pas oublier qu'il faut terminer dans les 2 premiers pour les qualifications aux Jeux olympiques. En fait, j'ajouterais plus qu'il faut finir premier parce que si jamais on ne veut pas rencontrer les États-Unis, pour éviter, parce que si on se retrouve en demi-finale contre les États-Unis, ça va être très difficile de gagner. Puis c'est sûr que ce sera difficile de se qualifier pour les Jeux olympiques. Donc, finir premier, ce serait l'objectif principal. Dans l'autre match du groupe qui s'est joué entre le Mexique et la Jamaïque, qui sont les 2 équipes, je pense, les plus dangereuses avant même le tirage au sort pour le Canada. C'est les 2 équipes que j'aurais trouvé très dangereuses dès le début. Le Mexique s'est imposé sur un score de 1-0. Et on se rappelle qu'il y a un moment donné, le Canada ne s'est pas qualifié pour les Jeux olympiques. Il y a 3 Olympiques de ça, parce que le Mexique avait battu l'équipe Canada. Donc, il faut faire attention. Il va falloir que le Canada se replace et continue à jouer de cette façon, d'une manière assez offensive, de ne pas avoir peur de se replier un peu trop, comme on l'a fait lors de la Coupe du Monde où on n'a pas réussi à marquer de but. Il faut vraiment continuer de manière offensive. Donc voilà pour ce segment sur l'équipe nationale féminine canadienne. J'ai hâte de voir la suite. Je suis sûr que Daniel, toi aussi, tu as hâte de voir la suite. Ce sera important, des matchs extrêmement importants les 2 prochains.
Mais passons au prochain segment qui serait un peu plus sur, écoute, je pense pas qu'il y a eu de grosses nouvelles en Première Ligue canadienne, n'est-ce pas, Daniel? Ou il y a quelque chose que j'ai raté? C'est ironique, Eh, bien évidemment. eh bien, la nouvelle que l'on attendait tous a été confirmée hier. La Ligue a confirmé qu'il va bien avoir une équipe à Ottawa et ce sera bien en lien avec l'Atlético Madrid. Jeff Hunt, qui est qui sera partenaire de l'équipe, a indiqué aux médias que l'équipe va s'appeler Athletic Ottawa. De toute façon, on va attendre qu'ils vont annoncer le logo et ainsi que le nom officiel et tout. C'est pas Euh, Atlético Ottawa? il me semble que c'était Athletic Ottawa, mais je peux revérifier. Je pense que Parce c'est que Atletico Atlético. Ottawa, ça fait double O là. C'est pour ça que je Ouais, crois que mais c'était. ce serait bizarre que ce soit Athletic Ottawa parce que Athletic, d'habitude, c'est le nom de Bilbao. Et d'habitude, Atlético, ils sont très, très fiers du mot Atlético. Donc peut-être Atlético d'Ottawa ou bien Atlético of Ottawa ou je sais pas, Oui, ça m'étonnerait en fait. vais valider cette information dans quelques Ben, secondes. c'est ça. Ben, en tout cas, c'est une très, très bonne nouvelle. Je vous conseillerais pour ceux, en attendant que Daniel cherche le vrai nom. Moi, ce que j'aimerais spécifier, c'est vraiment le marketing de la CanPL parce que c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Je vous conseillerais d'aller voir ça sur Twitter ou sur les médias sociaux. Je pense aussi que c'est sur Facebook, si je ne me trompe pas. Le marketing qui a pour annoncer qu'une ultième équipe allait venir est vraiment très, 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 très intéressant parce qu'on voit 7 personnes qui chacun porte le maillot d'une équipe de la Première Ligue canadienne. Ces 7 personnes-là rentrent dans un ascenseur et ils pressent tous sur le bouton 7. Puis juste après, il y a une personne qui arrive, qui retient l'ascenseur, qui rentre dans l'ascenseur et qui presse le bouton 8. Donc, c'était la façon que la CanPL a choisi pour annoncer qu'une huitième équipe sera là en 2020. J'adore ça parce que, c'est low cost, bien évidemment, donc ça n'a pas coûté grand-chose pour faire cette pub-là. 2, c'est ingénieux et c'est original. Puis 3, ça explique tout, sans avoir dit un seul mot, sans tous les côtés un peu qui deviennent Lourd. un peu lourd, ou quelqu'un qui présente, ou j'aimerais bien annoncer avec les titres, et moi le commissaire, et moi le gros gars, et moi le cool. Tu sais, c'était simple, c'était jeune, c'était 2020. On n'était pas en train de voir une ligue de 1932, là, on était en train de voir une ligue de 2020, une ligue New Age qui est là et qui représente bien la première ligue canadienne. Est-ce que tu as trouvé le nom? Oui, Atletico Ottawa, tu avais C'est bien ça. raison. C'est ça, exactement. C'est très bizarre parce qu'en Espagne, l'Atlético tient beaucoup à son nom. Aussi, si vous remarquez que l'Atlético n'a pas de H, donc s'il vous plaît, faites attention de pas écrire un H entre le T et le L. D'habitude, l'Atlético, ça s'écrit Atletico. Donc, c'est très, très important du côté de l'Atlético Madrid en Espagne et je pense qu'ils vont continuer la même chose et continuer dans la même optique ici au Canada c'est quelque chose qui fait un peu leur image de marque. Donc, ça m'étonnerait que ça change aussi au Canada. Donc, c'est ça, oui. Grosse nouvelle. Tu voulais ajouter autre chose, je pense, Daniel, par rapport à ça? À propos d'Osseg, non? Oui, exactement. Ben, Oseg, qui était le propriétaire du Fury, va quand même louer le terrain, le TD Place, qui est quand même une grande enceinte. Et parce qu'ils ont le terrain, ils veulent le rentabiliser, donc ils étaient prêts à être partenaires à ce niveau-là. Jeff Hunt, qui est impliqué d'ailleurs dans les Red and Black et dans les Ottawa 67ers. Et il va être un peu là pour la stratégie, là, parce que c'est quand même, il faut quand même un côté local à l'équipe. Moi, je pense que c'est une très, très bonne nouvelle parce que c'est un club qui a déjà de l'expérience à l'international, en Inde, au Mexique. Bon, en Inde, c'est fini, là, mais il a été impliqué en Inde pendant un bout de temps, au Mexique. Et ils ont une certaine expertise dans la formation d'ailleurs. Et on avait besoin d'une équipe à Ottawa. Donc, si c'est le moyen qu'il fallait prendre pour y arriver, je dis pas non. Surtout que les investisseurs à Ottawa, tous sports confondus, ont souvent été limités. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Là, maintenant, il va falloir se mettre au travail parce qu'il va falloir recruter un front office, un entraîneur,
et surtout, surtout des joueurs. Ouais, exactement, des joueurs. Et c'est drôle parce que sur One Soccer, ils avaient fait un petit. Ils ont fait une petite émission sur les 40 joueurs qui sont sans contrat encore et qui pourraient Euh, faire partie de cette aventure-là. En tout cas, c'est En très fait, intéressant. Kurt Larson avait mentionné qu'il semblerait qu'il y ait une liste de 40 joueurs canadiens sans contrat qui a été suggérée à l'Atlético. D'ailleurs, Exactement. le site de la KNPL avait sorti une liste de joueurs potentiels qui pourraient rejoindre l'équipe avec Langlois de HFX Wanderers, Sukunda qui était là aussi, mais là, il est en Europe. Il y a Maxime Tissot, il y a plusieurs joueurs du Fury. Qui viennent d'Ottawa. Il y a aussi plusieurs joueurs. Ça donnait qu'il y a plusieurs joueurs des HFX Wanderers venaient d'Ottawa, comme Langlois, Simons et Sukunda. Donc, je pense pas ils auront de la difficulté à trouver des joueurs, là. Je pense plus que maintenant, c'est plus le délai pour. Avant de trouver des joueurs, il faut un entraîneur, un staff. Parce que les joueurs veulent savoir qui fera partie de ce staff, là. C'est plus là. Oui, c'est sûr, mais j'aimerais beaucoup revoir Maxime Tissot en Canadian Premier League. Je pense que il n'a pas, je veux dire revoir, en fait, voir, parce que Maxime Tissot jouait avec Ottawa l'année passée, puis il est enfin revenu de blessure après plus d'un an de blessure. Puis c'était un joueur qui a été très bon à USL avec Ottawa, donc c'est un joueur, je pense, qui est taillé pour la CanPL. C'est un joueur qui peut donner beaucoup pour la CanPL. Il est capable de jouer sur tout le flanc gauche, que ce soit en tant que latéral, en tant qu'ailier, avec une belle frappe de balle. Donc, bref, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup voir en Canadian Premier League, et on le répète des millions de fois, c'est que sur le flanc gauche, en équipe nationale, on a toujours une place à prendre au cas où John Herdman va enfin se décider à remettre Alphonso Davies en tant qu'attaquant gauche. En tant que latéral gauche, il y a toujours une place à prendre qui pourrait être prise par quelqu'un comme Maxime Tissot si jamais il est assez bon, tout comme Marcel De Jong, hein, qui revient de blessure après un an de blessure et qui a quoi de 32 ou 33 ans. Donc, il a encore une place en tant que joueur de la CNPL qui pourrait venir ravir en équipe nationale. Donc, bref, j'espère bien que Maxime Tissot jouera pour cette équipe d'Ottawa, lui qui a joué quand même assez longtemps sous les couleurs d'Ottawa. Donc, bref, hâte de voir tout ça, hâte de voir tout ce qui se passe par rapport à ça, à la Canadian Premier League et surtout Ottawa en Canadian Premier League. Hâte de voir aussi ce qui va se passer avec le calendrier de la Canadian Premier League. Mais aussi, on va voir si Canada Soccer va encore une fois déroger à la règle. Je vais dire encore une fois parce que ils ont souvent fait ça pendant le passé. On sait très bien que d'habitude, une équipe qui s'inscrit en tant qu'équipe professionnelle en 2020 ne devrait pas participer au championnat canadien 2020. Championnat canadien on a déjà vu le tirage au sort qui a déjà été fait. Est-ce que Canada Soccer va encore une fois déroger à la règle puis rechanger le format pour inclure l'Atlético d'Ottawa? T'en penses quoi, toi, Daniel? Est-ce que tu penses que c'est une possibilité? Moi, je trouve que ce serait une possibilité, non? Avec le cassage de tête qu'ils ont eu pour leur calendrier, avec qui est loin d'être spontané, je crois pas, parce que là, la chose logique qui pourrait arriver, ça serait de tirer au sort un des clubs semi-pro de faire passer un tour précédent, de le faire passer un tour préliminaire avec Ottawa, euh, ou refaire complètement un calendrier. Donc, je sais pas laquelle de ces deux options serait favorisée. Je pense que peut-être même pour l'athlétisme. Mais en même temps, c'est que s'ils ne font pas le championnat canadien, ils n'ont pas de chance de faire de coupe en moins de faire la Ligue des champions, en moins d'être champion de la CanPL l'année prochaine. C'était en 2020 et après ça, via la CONCACAF League, se rendre à la CONCACAF Champions League, ce qui va être quand même très long. Donc, actuellement, je sais pas qu'est-ce qui va se décider, mais vu le calendrier, comment il a été fait avec 16 équipes et que ça semblait bien fitter avec la répartition géographique et tout, je me dis qu'ils vont peut-être pas vouloir se casser la tête. Autre chose, Atlético Madrid a sorti un communiqué aujourd'hui indiquant que euh, la saison va commencer le 11 avril. J'ai beaucoup de difficultés à le croire parce que l'année passée, ça a commencé le 27 avril et déjà là, j'ai été à Hamilton au match d'ouverture, il faisait très froid. Il y a eu de la neige à Calgary lors des premières semaines.
Donc, à moins qu'on décide de jouer dans les villes qui risquent d'être moins, d'être moins limitées à ce niveau-là. Aussi, on m'a fait la remarque que la raison est peut-être qu'on voudrait ainsi jouer 14 semaines jusqu'au 1er juillet. Si on commence le 11 avril, ça sera possible. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'aimerais bien ça parce que on l'avait dit, toi et moi, Daniel, l'année passée, en disant que ben, le championnat de printemps était un peu trop court comparativement au championnat d'automne. Donc, moi, j'aimerais bien voir 3-4 journées de plus, ce qui serait quand même intéressant. Oublie pas que maintenant, tu as 8 équipes. Donc, bref, je pense que ça se ferait. Peut-être le 11 avril, si jamais tu te concentres sur les endroits où il y a un peu moins de risque de neige ou de risque de nouvelles tempêtes en début avril. Je parle plus, je parle même de Colombie-Britannique, par exemple. À ce moment-là, peut-être que ça pourrait marcher, mais ce sera, comme tu l'as dit, très serré, je trouve. Oui, je suis d'accord avec toi, là. Il y a aussi le fait que, au-delà d'être prêt, il faudrait aussi que euh, les, euh, les terrains soient, je veux dire, et le fait qu'il ne neige pas, pardon, il faudrait aussi que les terrains soient prêts. Et par exemple, à Calgary, est-ce que ça va être possible d'être prêt le 11 avril? Même si supposons qu'il n'y a pas de neige, ça va être plus difficile et il y a des chances que le terrain soit abîmé pour le reste de la saison. Dans un terrain synthétique, c'est sûr qu'il y a moins de chances. Donc, je crois qu'on va avoir pas mal de scénarios à envisager là, dans les prochaines semaines. Mais j'ai hâte bien sûr que le calendrier va être annoncé, que le logo de l'équipe va être annoncé, euh, qu'il y aura plus de détails aussi sur le front office de Atlético Ottawa. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines, là. Ouais, exactement. J'ai hâte de voir ce qui va se passer par rapport à tout ça. En tout cas, on commence à avoir des bribes d'informations et c'est assez encourageant. En tout cas, moi, je suis très content de voir ce que je vois en Canadian Premier League. On voit déjà de l'année 1 à l'année 2 une nette progression, tandis que plusieurs pensent que au bout de 5 ans, bah, tout va disparaître. Ben moi non, je suis sûr que ça va continuer de s'améliorer. Avoir des clubs comme l'Atlético Madrid venir s'intéresser à la Canadian Premier League, ça intéresse. Est-ce qu'il y a d'autres grands d'Europe qui vont venir faire ce saut-là? Moi, je dirais pourquoi pas. Après, tant que la Ligue ne devienne pas que, Club que des, satellite. que des clubs satellites, mais après 2 ou 3 ou 4 clubs satellites, c'est pas si pire sur un championnat de 16 ou 17 équipes, ou 16 équipes par exemple. C'est pas quelque chose qui me dérangerait beaucoup. Et je pense que ça va aider le développement du soccer professionnel au Canada. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça le but de la Canadian Premier League. Et arrivé à un moment, ben, petit à petit, après quelques années, ben, ces clubs satellites-là vont c'est sûr, bien évidemment, être un peu moins forts que les clubs vraiment 100% canadiens qui sont en train de concentrer toutes les ressources sur le club, tandis que les clubs satellites vont mettre un peu moins de ressources, par exemple, parce que c'est sûr, leur but principal, ben, c'est leur club numéro un. Donc, bref, je pense que ça fait partie de la progression d'une ligue de nos jours. C'est très important. Puis j'aime ça. J'aime cette direction qui est en train de prendre la première ligue canadienne. Alors, voyons voir si le Québec passera par ça très vite. En tout cas, j'aimerais bien et je pense qu'il est temps. Ça commence à être un peu honteux de la part du Québec et non pas de la Canadian Premier League parce que je sais que la Canadian Premier League fait tout pour avoir une des équipes au Québec. Mais ça commence à être honteux de la part du Québec de ne pas avoir de représentants dans cette ligue-là. Je trouve que ce n'est pas normal qu'il y a des gens qui doivent se lever et commencer à vraiment s'y mettre. Il y a des gens qui ont de l'argent au Québec et qui veulent juste rien entendre. Ben, arrivé à un moment, il va falloir que vous vous réveillez ou sinon, parce que le train, à un moment donné, il va arrêter de passer ici. Puis ce sera pour une grosse perte pour le soccer québécois. Mais en tout cas, il y a eu d'ailleurs des rumeurs de Jérémy Filosa qu'il y aurait un projet avec l'Olympique Lyonnais pour la ville de Québec. Ouais, mais Euh, on est encore au stade des rumeurs. Exactement, mais l'Atlético Ottawa a commencé par des rumeurs également, puis Jérémy Filosa a souvent des bonnes sources, mais j'attends d'avoir un peu plus de fumée. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu.
Mais là, Exactement. il faudrait un peu plus de fumée. À date, on n'a Mais pas de fumée, on a juste, je sais pas une moi, étincelle. même pas une étincelle, même pas une étincelle, je dirais même plus petit que ça, mais bon. Mais oui, c'est un problème au Québec dans le sport professionnel. On a perdu les Expos, les Nordiques, les Alouettes. Il a fallu que des investisseurs de l'Ontario viennent. Donc, malheureusement, ça a souvent été un problème dans le sport professionnel. Et ça retarde un peu l'arrivée de un, deux, voire trois clubs dans cette ligue-là. Donc, à suivre, je pense que il y a pas mal de choses qui s'en viennent. Parlant de Québec, est-ce que tu as entendu parler de la nouvelle concernant le club d'Ottawa qui veut jouer en PLSQ en 2020? Non, j'ai pas entendu parler de ça. En fait, non, non, je te laisse annoncer. Non, je suis désolé, j'ai pas du tout entendu parler de ça. Ok, le Ottawa South United, qui joue en Ligue 1 Ontario, a décidé de jouer dans la Ah oui, j'ai PLSQ. vu ça. Ça, c'est le Northern Eleven qui a mentionné ça, c'est ça? Ben avant ça, c'était la PLSQ, mais oui. Ouais, ouais, La ok, moi PLSQ la j'ai PLSQ pas. l'a annoncé qu'il y aura un club masculin et un club féminin pour qui aura un club masculin et un club féminin pour 2020. Donc, il va avoir 8 clubs en masculin, en féminin et 9 en masculin. Donc, c'est quand même bien. C'est sûr que d'un point de vue géographique, la question ne se pose même pas, là. Je veux dire, entre aller 200 km vers Montréal ou 400 km pour Toronto, je pense que c'est tout à fait logique. Après ça, moi, je connais pas trop le niveau. Il paraît que c'était pas très bon dans la Ligue 1 Ontario. Mais peut-être ça me donnera une idée de savoir si la Ligue 1 Ontario est, est meilleure que la PLSQ. Autre annonce qui a été faite aujourd'hui, le WSA Winnipeg, qui joue en USL League 2, a été vendu à un groupe local pour devenir le FC Manitoba, en USL League 2 encore. Là, actuellement, T'as vu, ça, c'est quelque chose qui m'énerve. T'as un petit club comme des investisseurs au Manitoba qui investissent encore dans une ligue américaine au lieu de se retrouver au Canada. C'est pas quelque chose que j'aimerais voir encore dans le futur. On a parlé de Winnipeg qui s'en va. Ça, c'est de bonnes choses. On avait parlé il y a quelques podcasts de ça, des Highlanders aussi, qui étaient partis aussi et qui attendent maintenant qu'il y ait une Ligue 2, une deuxième division au Canada pour peut-être s'y lancer. Donc, moi, je préfère ce genre de mouvement-là, des petits clubs qui viennent s'engager dans des petites ligues américaine, je trouve que c'est vraiment dommage et que vraiment rester au Canada, c'est peut-être un peu mieux. En tout cas, c'est mon point de vue. mais Peut-être que je suis un peu honnêtement, trop radical, mais la différence, ben, je veux dire, c'est le scénario idéal, mais comme Marie Gamage m'a dit sur Twitter, tant qu'il n'y a pas de Division 2, ça sert à rien d'évoquer la possibilité qu'ils la joignent. Là, les Victoria Highlanders, eux, ils ont dit qu'ils joindraient une Division 2 ou une Division 3, c'est ça, mais, si jamais elle mais existe. si jamais une des deux existe, mais Ouais, j'espère qu'ils ne seront pas les dindons de la farce, parce que moi, j'aimerais bien qu'il y ait la Ligue 1 BC. D'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière avec l'article de Northern Southern Eleven. Et également une Division 2. Mais est-ce que c'est pour arriver en 2020? Ben, ce ne sera pas 2020, ça c'est sûr. Ça va être pour 2021. On espère seulement qu'ils seront pas les. En fait, 2020, il y aurait des chances pour les Guan BC. Mais on espère seulement que les Victoria Highlanders ne seront pas les dindons de la farce. Mais c'est sûr que l'objectif, ça serait de rapatrier les quatre maintenant clubs de Ligue 1, l'USL League 2 au Canada. Mais pour ça, ça passe vraiment par une Division 2. Parce que ces clubs-là ont des structures semi-professionnelles. Ils n'auront jamais de ligue semi-pro proche d'elles. Enfin, c'est sûr que le Victoria Highlanders et le TSS Rovers auraient des chances de jouer dans une troisième division en Colombie-Britannique. Les Calgary Foothills auraient des chances de jouer dans une troisième division en Alberta. Mais WSA Winnipeg et Thunder Bay Chill, je les vois mal jouer dans une troisième division parce qu'il n'y aurait pas assez de marché proche de ces deux villes-là pour avoir une ligue. Donc la solution, c'est vraiment une division 2 pour ces marchés-là, là. De toute en tout façon, cas, une on division verra.
On Ouais, verra exact. d'ici là, hein, d'ici à ce qu'on sache qu'il y a vraiment une deuxième division. On verra et on discutera de ça, bien évidemment, sur CSL Érable. Passons maintenant à l'actualité, parce qu'on a on a parlé de bien de belles choses qui arrivent dans le soccer canadien, mais il y a d'autres belles choses qui sont arrivées ben, dans des clubs qui existent déjà et qui ont déjà des joueurs et des clubs qui ont participé, bien évidemment, à la première saison de la Canadian Premier League. Parlons des transferts, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu des gros aussi, de bons transferts qui vont aider la popularité de cette ligue-là. Ben, je te laisse commencer, Daniel, puis je vais donner, c'est sûr, parler un peu des joueurs, moi aussi, de mon côté. Donc, je te laisse y aller avec les nouvelles points de vue de transfert. Eh bien, il y a eu Fraser Hurd qui a été, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait été libéré par les Glasgow Rangers il y a quelques semaines et il a signé à Valor. Là, il vient en mode rédemption, là. Il y a eu Michael Petrasso qui est passé de Valor à York 9. Ouais, mais j'aimerais bien savoir, tu penses quoi de ce genre de move de la part de Michael Petrasso, des joueurs qui commencent déjà à changer leur allégeance? Est-ce que tu trouves ça un peu bizarre? Parce que moi, sincèrement, je me dis, si jamais j'ai commencé dans un club qui était dans ses premières années, les premières années de son histoire, ben, j'ai envie de marquer ce club de mon nom. J'ai envie que je sais pas, j'ai envie d'être identifié comme le joueur qui a commencé avec l'équipe et qui est resté avec l'équipe et qui, je sais pas, tu penses quoi de ce move-là? Moi, je sais pas trop quoi penser. Faut pas oublier que Petrasso, c'était un des meilleurs joueurs de cette équipe de Valor. Donc, bref, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, même si on sait très bien qu'il est né à Toronto. On sait très Ouais, bien, il là. a grandi dans la région de York aussi, à Woodbridge. Donc, c'est un retour à la maison pour lui. Et c'est sûr que d'un point de vue familial, c'est plus intéressant de jouer à York 9. Mais après ça, je pense que... Ben, je pense, c'est mon opinion, là. C'est peut-être qu'il a vu que York 9 avait de bonnes ambitions pour 2020, alors que Valor avait de la difficulté à re-signer ses joueurs. Donc, Ouais, mais ça a l'air que Valor est quand même en train de bouger, hein. Et en tout cas, l'entraîneur de Valor arrête pas de dire que il y a plusieurs joueurs qui sont déjà signés. On fera les annonces en temps et lieu. Donc, il est en train de faire comprendre que pensez pas que si on l'a pas annoncé que c'est qu'on n'a pas de joueur, Rob Gale. Donc, bref, on a déjà vu quand même de bons joueurs qui sont là. On a parlé de Diego Gutiérrez, on a parlé de Rafael Garcia. Rafael Garcia qui est là. On vient de voir que Fraser Hurd vient de signer maintenant à Valor, par exemple. Donc, bref, on a Daryl Fordyce. Ce Oui. qui, mon ami Paul Vance a parlé de lui parce que il l'a vu en Irlande, parce que lui aussi, il est nord-irlandais. Puis mon ami Paul Vance, pour ceux qui le connaissent pas, il y a un podcast avec Paul Vance qui s'appelle Soccer by Paul and Hadi, qui est fait en anglais. Et lui, il le connaît personnellement. Puis il m'a parlé de Fordyce, comme quoi il allait venir ici. Il l'a rencontré en Irlande du Nord, puis comme quoi il allait venir au Valor. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. On a ici l'international haïtien, Andrew Jean-Baptiste. On a Brett Levis. Je suis sûr que tu allais en Ah, parler, mais Brett ouais. Levis vient de signer Je viens aussi. de gâcher le punch, mais c'est pas grave. Excuse-moi, excuse-moi. Donc, bref, Valor, c'est pas comme si Valor n'avait pas de bons joueurs non plus, hein. Ouais, mais justement, c'est là que j'arrive avec le transfert de Bustos à Pacific FC qui a été annoncé aujourd'hui. Ouais, ça c'est vrai, c'est une grosse perte, hein. Marco Bustos qui était dans notre 11 de départ, hein, dans les trophées qu'on a donnés de la CanPL, toi, moi et Alex Rupert, hein, il était là, et Anthony de Varenne. On avait fait un article là-dessus, puis on avait parlé, bien évidemment, de Marco Bustos qui était dans notre 11. Ben voilà, il change d'équipe lui aussi. Ouais, mais Voilà, lui, il a Pacific FC. expliqué, je sais pas si tu as lu l'article que la Ligue avait sorti par rapport au fait qu'il était agent libre, mais c'est que lui avait beaucoup de sympathie pour le nouvel entraîneur de Pacific FC. Donc, c'est une des raisons qui a fait en sorte qu'il a signé là-bas. Mais il disait qu'il s'entendait bien avec Robert Gale et également, en plus, il vient de Winnipeg, Marco Bustos. Donc, sûr qu'il y avait un avantage à jouer dans sa ville natale. Mais comme il a fait partie du programme des Whitecaps,
eh bien, il connaissait déjà l'entraîneur du Pacific FC. Donc, Exactement. L'entraîneur de Pacific FC, c'est Pamoudou Ka, l'international nigérien. On en a parlé Norvégien. longuement. International norvégien. Ouais, norvégien. Pas J'ai Modoka, dit oui, exactement. norvégien, mais excuse-moi. Non, 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 je voulais dire norvégien, mais je sais pas pourquoi ça a changé dans ma. Quand c'est sorti de ma bouche, ça a changé que comme moi je le voyais dans ma tête. Bref, donc Pas grave. Pamoduka, qui, ça a l'air, avait une certaine affection envers Marco Bustos et vice-versa. Donc, bref. Expliquer ou non, moi je trouve ça un peu bizarre que ces joueurs-là changent de club comme ça. Après, peut-être que dès le début, ils auraient dû signer en Pacific FC et que Petrasso aurait dû signer à York 9. Mais bon, bref, on verra. Je pense que à la fin de l'année 2020, on parlera plus trop de ça. Donc, bref, c'est bien pour eux. On verra Ouais, ce que ça mais donnera dans le futur, là. c'est ça. Donc, actuellement, comment dire, le Valor perd Petrasso, gagne Hurd, perd Bustos et gagne Brett Levis, qui a signé aussi, qui a été annoncé aujourd'hui. Brett Levis, qui vient des Whitecaps de Vancouver en MLS. Il vient de la Saskatchewan et il a signé au Valor. Donc, je sais que nos amis Jeff Salisbury et Rob qui vient de la Saskatchewan aimeraient bien le voir signer, le voir revenir à la maison. Si je me trompe pas, il a signé un contrat d'un an. Mais il faudrait que je vérifie, là. Mais s'il a signé un an, c'est qu'il a clairement l'ambition de revenir à la maison quand ça va être possible, là. Ben, c'est ça, dès qu'il y aura une équipe en Saskatchewan, parce que jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. Mais bon, on en avait parlé lors de ton excellent article sur les possibles expansions en CanPL. On avait parlé de cette possibilité-là de voir un club en Saskatchewan. Il y a déjà un groupe de supporters qui est déjà là. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Donc, c'est une possibilité. C'est pas quelque chose qui serait vraiment très surprenant. Donc, oui, ce serait quand même intéressant de voir un gars de la maison venir pour prendre un spot dans cette nouvelle équipe. Ouais, moi, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça, pour être très honnête. Donc voilà, par Euh, rapport à ça, on et continue avec le reste des transferts. Il y a eu plein d'autres transferts intéressants, non? oui, il y a eu d'ailleurs un autre transfert intra-CPL, CanPL, qui est Duran Lee, qui était au HFX Wanderers, qui n'a pas été conservé, qui a signé au FC Edmonton. Mais t'as vu, Euh, ça me dérange moins. Ça me dérange moins parce qu'il n'a pas été conservé. Et à ce moment-là, le joueur, il va aller chercher du temps de jeu là où il peut en trouver. Donc là, j'ai aucun problème. Mais quand tu as un qui est le meilleur joueur de l'équipe et qui s'en va dans une autre, surtout quand, comme j'ai dit, c'est une nouvelle ligue, là, tu viens juste de signer, là, je sais pas. Je suis pas très convaincu par rapport à ça. Mais bon, bref, on va pas revenir là-dessus. mais c'est ça, mais moi, ma seule interrogation avec ce transfert, c'est est-ce que ça confirme que Amr Dedic ne va pas rester au FC Edmonton? Ouais, ben ça m'étonnerait qu'il reste au FC Edmonton pour être très honnête. J'ai écouté ce qu'a dit Marc Dos Santos, l'entraîneur des Whitecaps. Puis il avait l'air très, 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 très heureux de ce que Didic était capable de donner. Et il a même dit, on sait ce qu'il est capable de faire. Donc, il l'a invité en connaissant le joueur. Donc, quand tu invites quelqu'un en connaissant le joueur, ça veut dire qu'il y a de grosses probabilités que tu as envie de le signer. Donc, en tout cas, ça, c'est mon point de vue sur la chose. Donc, ouais, ça m'étonnerait beaucoup qu'on revoie Didic en première ligue canadienne. Mais en tout cas, de toute façon, même Jeff Paulus avait dit qu'il aimerait bien qu'il signe à MLS parce qu'il croit que c'est son niveau. Donc, après ça, c'est comme pas clair la situation contractuelle. Parce que lui, il avait signé pendant la saison. Donc, moi, j'avais compris qu'il était libre, mais il paraît qu'FC Edmonton a quand même prévu quelque chose pour pas se retrouver sans argent face Ben, à ça. peut-être que Didic a accepté une prolongation de contrat pour pouvoir donner à Edmonton une certaine part du lion par rapport à ce genre de mouvement-là. Ça veut dire très franchement, pour les clubs de MLS, c'est pas grand-chose hein, de donner quoi, une Un centaine de 100 mille, 000, ouais, c'est un un 100 100 000. 000 pour la CanPL, tandis que pour la CanPL, c'est beaucoup. Un 100 000, c'est une très bonne somme qui serait très acceptée. C'est sûr, c'est une nouvelle ligue, comme on l'a dit, mais qui veulent se rapprocher de la MLS et qui vont réussir à le faire, sauf que c'est sûr, il faut donner le temps au temps. Puis à ce moment-là,
La MLS a bien évidemment un gros pouvoir D'attraction. d'attraction D'attraction. et un gros pouvoir financier par rapport à la CNPL, bien évidemment. Et Donc, aussi, il y a eu deux prolongations à Cavalry. Je sais pas si oui, tu te rappelles, il y a eu un post de Nico Pasquotti qui met en ouais, train de signer. Et là, il y a Ledgerwood qui écrit, parce qu'il portait une tuque sur la photo. Nick Ledgerwood, le capitaine de Cavalry, écrit Ah, on dirait que comme il porte une tuque, ça doit être en Scandinavie. Et José Escalante écrit comme bonne chance et tout. Donc on croit qu'il signe à l'étranger. Et là, finalement, on apprend quelques jours après que Nico Pasquotti et Jay Wilden, le frère de Tommy Wilden Jr., ont prolongé avec le Cavalry. Donc moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, là. Cavalry est en train de, mine de rien, est en train de garder une grande partie de son effectif. Donc, je pense que c'est un peu naturel de garder ses meilleurs joueurs. Par contre, je sais pas si tu es au courant, mais comment il s'appelle? José Escalante a signé chez Olympia au Honduras, qui avait éliminé Forge FC en CONCACAF League et qui va faire la Ligue des champions de la CONCACAF. oui, Donc, oui, oui, j'ai vu ça passer, bien évidemment. Après, bon, je pense que dans ces premières années-là, une des choses les plus importantes, c'est de garder ton noyau de joueurs, ce que le Cavalry arrive à faire. Donc, moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose de la part de Tommy Wilden Jr. Et c'est une très bonne chose de la part des dirigeants du Cavalry d'être capable de retenir ces joueurs-là. Faut pas oublier que ces joueurs-là ont réussi à rester dans le giron de cette équipe-là malgré des sollicitations, hein, parce que c'est une équipe qui a été excellente durant toute l'année 2019. Ils ont eu des sollicitations un peu partout. Je pense à Marco Carducci, par exemple, à des joueurs comme ça, et qui sont quand même réussi à rester. Et c'est ça qui est très encourageant pour une équipe de CanPL. ben, c'est sûr que c'est bien qu'ils ont gardé un noyau, mais si l'argent était au rendez-vous, je pense qu'ils n'auraient pas refusé, là. Ben, Donc, l'argent était au rendez-vous pour Joey Waterman. ouais. Ils l'ont laissé partir pour l'Impact de Montréal. On en avait parlé dans un autre podcast. Euh, Sauf que je pense que si jamais tu dois penser à la pérennité de ton club aussi, et pérennité non seulement financière, mais aussi la pérennité en tant que de club de soccer professionnel. Donc, même si tu as de l'argent, si tu vends tous tes joueurs, ben, c'est sûr que tu seras beaucoup moins compétitif, ce qui veut dire que tes joueurs dans le futur coûteront moins cher aux clubs qui veulent les acquérir. Donc, oui, il faut savoir vendre, mais il faut savoir garder quand c'est pas encore le temps de vendre. Et c'est ce que je pense que selon moi, le Cavalry fait très bien jusqu'à maintenant, en date d'aujourd'hui. Mais ouais, c'est bien qu'ils ont pu le faire, mais aussi, faut pas oublier aussi que comme un joueur comme Carducci qui avait des rumeurs qui étaient sollicitées par d'autres clubs, c'est pas faut pas oublier que lui, s'il veut être encore sélectionné avec l'équipe nationale, il doit jouer. Donc, si un club de MLS, par exemple, le veut pour la profondeur d'effectif, c'est peut-être pas une bonne idée pour lui. Exactement. Bon, bref, passons. Je pense que on a déjà parlé de ce sujet-là dans le Ouais. passé, mais continuons. Il y a encore d'autres transferts dont tu veux nous Ouais, faire part, oui, oui, parce ben, il y que avait Dylan Sacramento qui avait été prêté en Australie, en j'adore. Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Zélande. Là, maintenant, on apprend qu'il a été transféré en deuxième division irlandaise. En fait, Et on l'apprend pas vraiment, hein. On l'a pas appris du club ni de personne. On l'a appris de sa copine qui est partie en, qui est partie en Irlande. C'est ça? oui, Il a signé en c'est en Irlande. Irlande, elle a fait une annonce sur C'est ça. Facebook. Elle a fait une annonce sur Instagram. Sur Instagram en disant que on est un jeune couple, on a une opportunité professionnelle, puis on a envie d'un bel appart, puis on fait pas de bruit, on prend pas de drogue, puis on dort très tôt et on fait pas de bruit le soir. Et puis il y a une photo d'elle et Dylan Sacramento en train de s'embrasser juste à côté, juste pour prouver que c'est un joli couple. Et effectivement, c'est un joli couple. Donc bref, c'était très très drôle, très très drôle. Et puis bon, il s'est avéré que effectivement, c'est le cas. Donc ils ont dû trouver un appartement. Ouais, exactement. Donc, j'espère pour eux. Tu vois, quand, on le sait qu'en en CanPL, les logements étaient inclus. Ça a l'air que c'est pas le cas en deuxième division Non, irlandaise. hein? Non, ça n'a pas Euh, l'air ça.
En tout cas, c'est des départs comme il y a eu beaucoup d'autres départs dans la ligue. C'est normal que dans la première année de la ligue, comme tu l'as dit souvent, mais il y aura des départs, puis il y aura des arrivées. Puis ça fait partie. Le problème, c'est quand les départs ne sont pas remplacés. Et là, ce que je vois un peu la tendance, c'est que les départs sont remplacés par talent égal ou meilleur. Oui, exactement. Et c'est ça qui est encourageant aussi dans cette première ligue canadienne. Bref, que des choses encourageantes dans cette ligue-là. Moi, je suis très, très content de continuer à la couvrir et c'est ça, on va essayer de vous offrir encore du contenu de qualité durant toute la saison, ben, de semaine en semaine. Et voilà, donc je pense que ça va. On a fait le tour pour cette semaine, n'est-ce pas, Daniel? Oui, juste vous rappeler que le Atlético Ottawa est la première équipe d'expansion de la ligue. Oui, effectivement. C'est vraiment le numéro un en espérant d'avoir une dizaine d'autres, si même plus, avec une division 2 à un moment donné. Bref, on a hâte, on va suivre ça avec attention. Pour ceux j'ai oublié de le dire la semaine passée, mais pour ceux qui veulent nous encourager, ben, n'hésitez pas, il y a une vente de maillots de Culture Soccer qui est en train d'être faite. Une vente de maillots, bien évidemment, des maillots que nous, on a fait... bien évidemment, on a personnalisé nous-mêmes avec les rédacteurs en chef, donc moi et les deux autres. Bien évidemment, on a pris l'avis de tous les autres rédacteurs. Mais c'est là, c'est encore disponible ben, pour le reste de cette semaine. Aujourd'hui, on est le 30 janvier. Je pense que ce sera disponible jusqu'au 1er février, donc pour encore 2 jours. Donc, pour ceux qui vont l'écouter demain, le 31 janvier, et que vous êtes encore intéressés à le faire, vous voulez nous encourager, ou bien vous voulez juste porter les couleurs d'un site aussi cool que le nôtre, ben, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez encore commander ça sur le site d'Icarus. Ben, voilà, tous les fonds, bien évidemment, vu qu'on a choisi un maillot de qualité, c'est beaucoup le prix c'est pas un prix de quartier, c'est fait exprès parce que on a voulu vraiment privilégier la qualité. Le but n'est pas de faire de l'argent, le but est vraiment de promouvoir un peu notre site web. Après, le reste de l'argent, ben, il va couvrir les frais du site. Il n'y a rien qui rentre dans nos poches, quoi que ce soit. Ça va nous permettre de continuer à vous offrir des articles de qualité, ainsi de suite, et un peu, bien évidemment, couvrir les prix du site que d'habitude les rédacteurs en chef mettent de leur poche. Donc voilà, aussi simple que ça. N'hésitez pas à me poser des questions au cas où vous voulez ou par rapport à ça ou par rapport à quoi que ce soit. Merci encore, Daniel, d'avoir été là. Merci à toi, Hadi. Et, je sens qu'on va avoir beaucoup d'actions dans les prochaines semaines. Exactement, on attend ça avec impatience. Ben, merci à tous, merci de nous écouter, puis à la semaine prochaine.